C'est bon, ça doit être bon. Super. C'est nickel. Eh ben, bonjour Christophe, bienvenue à toi. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, et vous? Oui, ça va super. Super, bonjour. Ravie, enchantée du coup. On est du coup là avec Charlotte et donc moi Gwendoline pour ce petit live métier pour que tu nous en dises plus sur l'industrie pharmaceutique et aussi ce qu'est la RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises. Oui. Ça te va comme programme? Parfait, impeccable. Super. Donc, on va avoir, je pense, beaucoup de questions des élèves, surtout que, on va dire que quand même Sanofi et l'industrie pharmaceutique, est un peu dans de l'actualité en ce moment avec tout ce qui se passe avec la crise sanitaire. Donc, on espère que tu pourras nous en dire plus. On va essayer. Super. Et ben, du coup, je te propose de commencer tout de suite. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous dire justement c'est quoi ton poste et ton métier? Je croyais qu'on démarrait par l'industrie et Sanofi. Oui, mais juste nous dire quand même c'est quoi ton poste avant de démarrer, si ça te va. Mon métier, moi, je m'occupe de responsabilité sociétale de l'entreprise au niveau de Sanofi à Lyon. D'accord, super. Donc, tu vas nous en dire plus dans quelques instants sur ce qu'est justement cette responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais avant ça, effectivement, tu peux peut-être nous présenter un peu ce qu'est Sanofi et ce que représente l'industrie pharmaceutique dans l'industrie. Parce que c'est vrai que moi, pharmacie, c'est pas le premier élément que j'imagine dans l'industrie. J'ai tendance à voir un peu les grosses machines qu'on a vues hier chez OI et un peu moins la pharmacie. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer tout ça. Exactement. D'accord. Alors, en quelques mots, donc Sanofi, on est une société française, une société privée qui a été créée dans les années 1970, qui a une quarantaine d'années. Mais on va voir qu'il y a certaines composantes de Sanofi ont plus d'un siècle, notamment le vaccin. C'est une société qui a 100 000 collaborateurs, donc une grosse société française. On est présent dans, on a 70 usines dans le monde, donc on est vraiment une grosse entreprise. Notre raison d'être, c'est prévenir les maladies et contribuer à soigner et guérir le plus grand nombre de patients. Et c'est toujours important de se rappeler quand on est dans une entreprise, mais quelle est la mission de l'entreprise, quelle est cette raison d'être? C'est toujours important de faire le lien par rapport à ça. C'est sûr que c'est un beau projet. Oui, c'est clair. Donc c'est un beau projet. On a 4 business units, 4 entités chez Sanofi. Alors on a la santé grand public. Je pense que vous connaissez tous le Doliprane. Effectivement, on s'en est servi, je pense, un jour. Voilà, c'est un médicament Sanofi dont on vend 350 millions de boîtes tous les ans. Donc, c'est assez important. On a 400 médicaments qu'on distribue chez Sanofi. Ensuite, on a ce qu'on appelle la médecine générale et puis la médecine de spécialité. Médecine de spécialité, ça va être tout ce qui est les maladies rares et puis tout ce qui est trait à l'oncologie, au cancer. Et puis enfin, on aura l'activité vaccin humain. Excuse-moi, Christophe, l'oncologie, donc c'est le nom scientifique pour parler de la gestion du cancer, c'est ça? Ouais, tout à fait, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, 3 pôles, c'est ça, j'ai entendu. Donc, santé publique, médecine santé grand public, médecine générale, médecine de spécialité et vaccin. 4 pôles. Et qu'est-ce qui se cache derrière la médecine générale, du coup? Tout ce qui va être les autres traitements contre le diabète, toutes les maladies un petit peu classiques. Très bien. Et tu nous as dit que tu avais 100 000 collaborateurs, c'est bien ça, mais j'ai l'impression que ces 100 000 collaborateurs à travers le monde, vous êtes combien à peu près en France au sein de Sanofi? Alors, il y a un quart des effectifs de Sanofi qui sont en France. En France, on est 25 000. On est présent dans pratiquement toutes les régions françaises, dans 10 régions sur 13. Et on a 32 sites en France. On a des sites de production, on a des sites de R&D, on a des plateformes de distribution et puis on a des sites tertiaires. D'accord. On rappellerait peut-être ce que c'est R&D. Oui, effectivement. Tout à fait. Alors, R&D, ça veut dire recherche et développement. C'est ce qui vient en amont de la fabrication. Donc, dans nos sites de R&D, on a des chercheurs qui vont essayer de mettre au point des nouveaux médicaments ou des nouveaux vaccins pour améliorer la santé dans le futur. Oui, donc en fait, vous êtes là dans la phase amont de construction des médicaments, vous les produisez ensuite et vous les délivrez aux clients. Ensuite, on les commercialise. Et alors, on est une société, on est tellement une grande société qu'en fait, on a des centaines de métiers chez Sanofi. On en a des centaines. Il n'y a pas uniquement la personne qu'on peut imaginer avec une pipette ou dans un atelier de production. On a des métiers de production, naturellement. On a des métiers de recherche-développement.
On a des métiers, ce qu'on appelle de qualité, de contrôle d'affaires réglementaires. Ça, ce sont 3 catégories de métiers qui sont assez ancrées santé. Et puis, on a tout ce qu'on appelle tous les métiers des fonctions support et commerciales. Ce sont des métiers qu'on va retrouver quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise. La communication, la comptabilité, les achats, l'informatique, le commercial, le marketing, tout cela, ce sont des métiers de support qu'on va retrouver dans n'importe quel secteur d'entreprise. Effectivement, et je crois que justement Laura et Olivier en ont parlé lundi pendant leur atelier Exactement. sur ces fonctions support. Donc c'est vrai que c'est des fonctions, on appelle ça transversales, qu'on retrouve dans tous les secteurs, ce qui est intéressant à savoir parce que du coup, si on se spécialise en communication, en fait, on peut aller travailler dans plein de secteurs d'activité. Et si on est curieux, on va découvrir plein de choses. Mais c'est marrant parce qu'on en parlait ce matin justement pour ouvrir la journée avec nos jeunes. Donc voilà, on est tout à fait raccord. Voilà. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez de l'alternance. On a environ 1600 alternants chaque année chez Sanofi. Donc, des jeunes qui font leurs études avec souvent un modèle 1 semaine à l'école et 3 semaines par mois en entreprise. Ben, on en embauche 1600 par an chez Sanofi. Super. Donc, sur 25 000 personnes, ça fait beaucoup d'alternants. Donc, vous êtes accueillant pour les jeunes. C'est super. Et j'aimerais bien te poser une petite question. Je pense avoir compris les métiers de la recherche et du développement et de la production. Par contre, les métiers des affaires réglementaires, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ce qui se cache derrière cette notion ? En fait, quand vous produisez des médicaments ou des vaccins, il y a une énorme activité réglementaire, c'est-à-dire qu'il y aura énormément de dossiers qu'il va falloir fournir à des autorités de contrôle, à des autorités de santé de France, mais également de tous les pays dans lesquels vous voulez vendre vos vaccins ou vos médicaments. Ce sont des produits qui doivent être enregistrés. On ne peut pas comme ça fabriquer un produit et le vendre. Non, il faut que le produit soit enregistré dans tous les pays dans lesquels on va vouloir le commercialiser. Et donc, c'est toute une activité. Il va falloir expliquer quel est son produit, comment on l'a fabriqué, à quoi il sert, quelles études cliniques ont été mises en place pour montrer que le produit est efficace, qu'il est sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et donc, c'est une très, très grosse activité, l'activité réglementaire. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est très important d'avoir ça en tête. Les médicaments ne sont pas jetés sur le marché comme ça. Il y a tout un contrôle qui est fait avant pour s'assurer de ce qu'on donne aux gens. Exactement, tout un processus déjà bien ancré, quoi. Super. Ok. Et peut-être une dernière question sur ces différents métiers, parce que du coup, tu nous as dit qu'il y avait une centaine de métiers différents chez Sanofi. Est-ce que c'est des métiers auxquels on peut accéder avec différents niveaux d'études ? Parce que c'est vrai que quand on parle chercheur, on a l'impression que ça va être de très, très longues études. Est-ce qu'avec un bac+2, par exemple, on peut déjà rentrer chez Sanofi ? Alors oui, il y aura des offres d'alternance chez bac+2. Ça ne sera pas la majorité. Ça sera quand même souvent à partir de bac+3, voire bac+4, bac+5. Mais on peut avoir des postes en alternance qui sont ouverts à des formations bac+2, notamment dans des métiers de la production, de technicien de maintenance, par exemple. Super. Effectivement, on avait parlé maintenance lundi. Oui, on a déjà parlé maintenance, en effet. Donc c'est super. Et moi, je vais juste avoir une petite dernière question avant d'enchaîner. Du coup, toi, tu es sur quel site, pour qu'on puisse se localiser un petit peu, tu es sur quel site de Sanofi ? Alors moi, je suis basé à Lyon. Ok, super. Bon, s'il y a des Lyonnais et des Lyonnaises, bonjour à vous. Ok, on va peut-être du coup enchaîner avec ton métier à proprement parler. C'est ça, que tu nous en dises un peu plus justement sur la RSE en tant que telle. Donc, parce que ton poste est assez spécifique en fait au sein de l'industrie pharmaceutique. Tout à fait. Alors, c'est un métier, la RSE, qui se retrouve maintenant dans pratiquement toutes les industries, tous les métiers. La RSE, alors responsabilité sociétale de l'entreprise, souvent ce que j'explique, c'est qu'est-ce qu'une société avec un petit S peut faire pour la société avec un grand S. Dans le sens où une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent, mais elle n'est pas là que pour ça. Gagner de l'argent, c'est important. C'est même capital, mais il ne faut pas que l'objectif d'une entreprise se résume à gagner de l'argent, sinon c'est réducteur. Et au-delà de la responsabilité économique qui est gagner de l'argent, une entreprise a également une responsabilité environnementale. Et c'est de plus en plus important avec les millénials. On se doit de ne pas polluer, on se doit d'essayer de bien gérer nos déchets, on se doit d'essayer de limiter notre empreinte carbone. Tout ça, c'est l'aspect environnement. Et puis enfin, on a une responsabilité sociétale qui peut regrouper beaucoup de choses selon les entreprises. Ça peut être le handicap,
ça peut être l'équilibre homme-femme. Chez Sanofi, on l'a plutôt ancré sur des notions comme l'accès à la santé pour les plus défavorisés, et également l'engagement auprès des communautés. Et moi, par exemple, mon activité principale, c'est je mets en place des actions et des programmes d'engagement sociétal pour les collaborateurs de Sanofi. Super. Donc, en fait, toi, tu es vraiment spécialisé sur un des 3 pans du développement durable, c'est ça? Donc, on va retrouver l'environnement, l'économique, et toi, tu es sur cet aspect sociétal, du coup. Oui, tout à fait. Super. Et je pense que c'est vrai que l'aspect environnemental, on en a beaucoup parlé depuis 2 jours. Les élèves, ça les intéresse tout particulièrement. Ça va être intéressant de creuser cet aspect sociétal maintenant avec toi. Exactement. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus justement sur concrètement, qu'est-ce que ça recouvre cette notion d'action sociétale au sein d'une entreprise? Comment tes collaborateurs, donc ça veut dire tes collègues, s'engagent pour la société avec un grand S? Alors, ils peuvent s'engager de différentes manières. Une première manière, ça va être par exemple le parrainage de jeunes. On encourage les collaborateurs à aller parrainer un jeune. C'est dans le cadre d'un programme Pacte, le Pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises, qui est une initiative gouvernementale qui est adressée aux jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et donc, on travaille avec 4 associations nationales qui s'occupent de jeunes. On a Nos Quartiers ont du talent, on a Capital Filles, on a Institut Télémac. Et on va encourager des collaborateurs à aller parrainer un jeune. Parrainer un jeune, ça tout simplement passer du temps avec lui, une fois par mois. Ça peut être lui donner des conseils dans son orientation scolaire, ça peut être lui expliquer son métier, ça peut être partager son carnet d'adresses pour l'aider à trouver un stage, ça peut être tout simplement passer du temps avec lui pour lui donner du feedback, lui donner confiance. Et en fait, c'est un binôme gagnant-gagnant qui apporte beaucoup aux jeunes, mais qui apporte également beaucoup aux collaborateurs. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle depuis 2 jours, cette importance pour les élèves de pouvoir échanger avec des professionnels pour construire leur projet d'orientation. Donc, avoir directement des collaborateurs dans des grands groupes français qui peuvent échanger avec eux, c'est hyper intéressant. Voilà, donc le parrainage des jeunes, c'en est une. La deuxième, c'est le stage 3e. Depuis 2 ans, on a mis en place un correspondant Pacte donc sur chacun de nos 32 sites de France et on met des actions, notamment pour le stage 3e. Il y a 2 ans, on a accueilli 400 stagiaires 3e, dont 40% étaient issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, ces stages 3e, c'est une opportunité pour les collaborateurs d'aller parler de leur métier à des jeunes. On a comme ça monté un collectif où on avait 20 jeunes qui provenaient de plusieurs collèges et on avait également des enfants de collaborateurs. Et ce groupe de 20, on les a mis dans une salle de réunion. Et pendant toute la semaine, on a eu une 50aine de collaborateurs qui sont venus parler de leur métier. Donc, on a eu ceux qui venaient d'un site industriel qui sont arrivés avec des casques de réalité virtuelle, avec des pipettes, avec des vêtements de protection. On a eu les collaborateurs de R&D qui sont arrivés avec des microscopes. Et puis, on a eu des gens qui ont parlé de leur fonction de ressources humaines, qui ont parlé de leur fonction de communication, de sécurité. Et en fait, ça donnait tout un aperçu assez transversal en une semaine pour les jeunes. C'est super. Et du coup, en fait, là, tu es en train de nous dire que tes collègues, sur leur temps de travail, vont faire ces actions de parrainage et d'échange avec les jeunes. Oui, alors le parrainage, ça sera souvent en dehors du temps de travail. Ça sera le soir ou le week-end. Par contre, pour aller parler de son métier lors d'un stage 3e, c'est pendant le temps de travail, oui. C'est super, du coup, des entreprises qui laissent un peu leurs collaborateurs ne pas travailler sur le fond de leur mission, mais justement transmettre aux jeunes ce qu'ils font. Aux futures générations. Un petit peu ce qui est en train de se passer cette semaine, en fait. Exactement. Une autre action qu'on a mis en place aussi, c'est ce qu'on appelle, on a une plateforme qui s'appelle Je m'engage, qui va regrouper tous les dispositifs d'engagement des collaborateurs. Et au-delà du parrainage de jeunes, on a également ce qu'on appelle, par exemple, les journées solidaires, où on organise des journées en groupe, où des collaborateurs vont poser une journée et puis ils vont accomplir une action solidaire et citoyenne au sein d'une association. Par exemple, ils vont aller à 10 dans un foyer et puis ils vont repeindre le réfectoire d'un foyer qui héberge des sans-abri. Et en fait, ça leur fait énormément de bien parce qu'ils rencontrent d'autres collègues qu'ils connaissent pas dans un environnement où il n'y a pas de statut, où il n'y a pas de hiérarchie, où il n'y a pas de posture. On est là vraiment pour faire du bien, on est là pour apporter quelque chose d'utile et de solidaire à des gens qui sont défavorisés. Donc en fait, ça a énormément de sens pour le collaborateur de s'engager dans des actions comme celle-là.
Et justement, c'était la question que j'allais te poser. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise, pour le chef de l'entreprise de Sanofi, de se dire, je vais laisser du temps à mes salariés où on va dire, ils vont pas être le plus productif possible. Ils sont pas justement en train de construire le prochain Doliprane, par exemple, pour qu'ils aillent s'engager, faire ces journées solidaires. C'est quoi l'intérêt pour l'entreprise? Pour les journées solidaires, c'est pris sur du temps personnel. Donc, en fait, le collaborateur doit poser une journée. Donc, c'est vraiment un engagement citoyen de la part du collaborateur. En fait, on répond aux attentes des collaborateurs. Il y a un sondage qui avait dit qu'il y a 75% des collaborateurs d'entreprise souhaitent que leur employeur leur donne l'opportunité de s'engager dans des actions sociétales. Un collaborateur, il a peut-être envie d'aider une association, mais il n'ose pas aller pousser la porte de l'association parce qu'après, il a peur d'être engagé. Donc là, on lui propose quelque chose qui est clé en main. En une journée, il va rencontrer d'autres collègues. Il a une mission. Il sait qu'il va arriver dans une association. Le soir, il aura accompli quelque chose de solidaire, de concret. Donc, il y a toute une dimension d'environnement humain où on rencontre d'autres collègues, où on est en contact avec des plus défavorisés. Et ça, je dirais, ça favorise un environnement de travail plus humain et plus ouvert. D'accord. Mais du coup, j'ai une question. C'est sur la base du volontariat, du point de vue naturellement. Des oui. Okay. Super. Et du coup, là, on a beaucoup parlé d'aspects, justement, on va dire, cohésion sociale. Tu nous as aussi parlé qu'il y avait des aspects de santé publique au sein de tes missions de responsabilité sociétale de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Santé publique, c'est-à-dire notamment, je vois qu'on avait parlé cancer et travail, par exemple. Tout à fait. Alors, cancer et travail, c'est un dispositif assez innovant. Ça va concerner tous les collaborateurs qui sont impactés directement ou indirectement par le cancer. Et en fait, on a mis en place des antennes sur chacun de nos sites de France. On a des antennes qui sont des espaces d'écoute et de dialogue dans lesquels il y a 6 personnes, un représentant RH, un représentant assistante sociale, un représentant médical, mais également un salarié patient, c'est-à-dire un salarié qui a eu le cancer et qui est revenu, un salarié aidant et un salarié manager. Et ces 6 personnes ont été formées à l'écoute active. Et du coup, quand on a un collaborateur qu'on est confronté à un cas de cancer dans sa famille ou dans son service, ben souvent, on ne sait pas trop comment se comporter, on ne sait pas si je dois parler à la personne, de quel sujet je dois éviter, ou j'ai peut-être un aidant dans ma famille qui est impacté et franchement, ça me pose de gros soucis et je ne sais pas trop à qui en parler. Ben, dans cette antenne, on aura des gens qui savent de quoi vous parlez et qui pourront être à votre écoute et qui pourront vous aider dans votre démarche. Okay. Super intéressant. Et c'est vrai que du coup, on voit que l'entreprise prend un vrai rôle dans la société et s'investit pour le bien-être en fait de ses équipes. Tout à fait. C'est important. Des collaborateurs en bonne santé, motivés et heureux, c'est toujours un plus pour l'entreprise. Donc ça, c'est important. Est-ce que du coup, ce pôle, on va dire, responsabilité sociétale des entreprises existe depuis longtemps chez Sanofi? Est-ce que c'est quelque chose que les entreprises ont toujours fait, de travailler sur cet aspect société et environnement? Non, ça a démarré, je dirais, il y a une dizaine, quinzaine d'années, parce que la RSE, c'était quand même une obligation légale. Il fallait publier un rapport RSE dans lequel l'entreprise doit décrire toutes les actions qu'elle a fait pour l'environnement, pour le handicap. Mais au-delà d'une obligation, c'est devenu aussi une opportunité pour les entreprises vraiment d'afficher ce qu'ils font pour la société. Et c'est de plus en plus important parce que les jeunes générations, quand elles frappent à la porte des entreprises, maintenant, souvent, elles demandent à l'entreprise, mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Qu'est-ce que vous faites pour la RSE? Qu'est-ce que vous faites pour la qualité de vie au travail? Et si jamais l'entreprise, la seule réponse de l'entreprise, c'est nous, on est là que pour gagner de l'argent, les jeunes, ça les intéresse pas vraiment ça. Donc, il faut leur donner quelque chose de plus large. En quoi la mission de l'entreprise s'inscrit dans quelque chose qui va améliorer la société avec un grand S. Exactement. C'est un peu aussi pour trouver du sens à ce qu'on fait, du sens et de la motivation du fait de se lever tous les matins pour aller au travail. Tout à fait. C'est sûr. Très bien. Super. Et du coup, je pense qu'on a abordé un peu les différents aspects de tes missions. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur comment se déroule un peu ton quotidien, une semaine type pour toi? Alors, il n'y a pas forcément de semaine type parce qu'il y aura beaucoup de… Ça va être très varié, mais il y aura beaucoup de réunions. Par exemple, là, ce que je vous ai mis là,
du fait de la situation Covid, on ne peut pas accueillir de stagiaires troisième sur nos sites. Ben, du coup, on s'est dit, on va trouver des alternatives. Donc, soit on fait des modules digitaux, soit on va en présentiel dans les collèges. Et donc, moi, j'ai été présenter un module de 2 heures qui parle de Sanofi et des métiers dans les différentes classes de collèges qui étaient nos collèges partenaires qu'on avait l'habitude de recevoir. Réunion de groupe, journée solidaire, on va refaire le point sur les prochains mois. Quelles sont les associations, quelles sont les journées qui sont prévues, parce que ces journées solidaires, c'est animé par un groupe de volontaires. C'est un groupe de volontaires qui ont apprécié la première année que ça a été mis en place. On a 500 personnes qui ont participé à ces journées depuis 5 ans. Et c'est un groupe de volontaires qui ont dit, mais ça, c'est une bonne idée. On est prêt à passer du temps, à t'aider, à organiser, à trouver de nouvelles associations, à mettre en place de nouvelles missions. La réunion mensuelle du groupe Pacte, c'est donc le gros projet RSE France dont je parlais tout à l'heure, le pacte avec les quartiers pour toutes les entreprises. Tous les mois, on aura des réunions avec l'ensemble, le réseau des correspondants Pacte. On a un correspondant Pacte sur chacun de nos sites, qui n'est pas un représentant RSE, mais dont la mission est d'animer la dynamique Pacte et de faire du reporting. Et animer la dynamique Pacte, ça va être rentrer en contact avec des collèges, mettre en place des stages troisième, encourager le parrainage de jeunes, avoir des associations qui viennent sur site, présenter ce qu'ils font et encourager le bénévolat pour les collaborateurs. Oui, du coup, en fait, toi, tu es beaucoup dans une mission de coordination en fait, entre les différents acteurs, que ce soit tes collègues qui sont motivés pour donner de leur temps et les associations partenaires avec lesquelles vous pouvez travailler, justement, auxquelles vous pouvez donner ce temps. Oui, en fait, mes 3 grosses activités, ça sera beaucoup d'organisation, beaucoup de coordination et beaucoup de communication. Parce qu'ensuite, il faut communiquer aux collaborateurs sur tout ce qui existe et que ça soit facile de s'inscrire et qu'ils soient au courant de tout ce qui existe. Donc, il y a beaucoup de communication interne dans mon activité. Oui, c'est ça, parce que du coup, il faut être au courant des opportunités qu'on peut avoir de donner de son temps et de faire ce bénévolat interne à l'entreprise. Donc, il faut expliquer, il faut donner envie, il faut expliquer en quoi c'est intéressant. Et souvent, c'est des opérations qui démarrent avec quelques personnes et puis ensuite, ça fait boule de neige parce que si ça plaît aux collaborateurs, souvent, ils vont se mettre à en parler autour d'eux. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire grandir. On met en place des petits pilotes. Et puis, si le pilote fonctionne bien, on le fait grandir, on le développe. Et à ce moment-là, il y a de plus en plus de collaborateurs qui sont impliqués. Oui, parce que je suppose que les retours que tu as de tes collègues sont super positifs sur ce genre d'action comme les journées solidaires. Ouais, non, généralement, ils sont assez preneurs. Et puis là, on a une nouvelle initiative qui a démarré à Lyon depuis 1 an et demi. Ça s'appelle l'entreprise des possibles. L'idée, c'est que tous les collaborateurs des entreprises de la métropole de Lyon vont pouvoir donner un don de congé payé non pris à fin mai, par exemple. Et en fait, ce don d'une journée de congé payé non pris à fin mai, elle va pouvoir être monétisée par l'entreprise et reversée à un collectif d'associations qui va lutter contre le sans-abrisme. La mission, c'est que d'ici 3 ans, il n'y ait plus aucun sans-abri à Lyon, alors qu'aujourd'hui, il y en a 3000. Et donc, on va financer des projets, il y a des missions de bénévolat, puis il y a cette opération don de congé payé qui va permettre de donner des fonds à des associations qui vont avoir qui vont proposer du soutien, de l'hébergement à des femmes qui sont SDF, à des enfants qui sont SDF. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est des opérations de proximité, mais qui apporte beaucoup de sens aux collaborateurs pour s'engager. Super. Et peut-être pour préciser aux élèves, c'est vrai qu'en fait, un salarié, chaque année, il va avoir un nombre de congés payés fixe sur son année. Et s'il ne les dépense pas, c'est vrai que soit il va les perdre potentiellement s'il ne les a pas dépensés sur son année. Et donc là, Sanofi leur propose plutôt de les donner à des associations. Je trouve que c'est une super initiative. Et puis, c'est un geste facile et concret pour le collaborateur qui voit tout de suite l'impact. Exactement. Un peu immédiat d'une certaine manière, puisqu'on donne. Et OK, super. Super. Bon, c'est vrai que là, on a vu les aspects, on va dire, très positifs de la RSE. Il y en a certains aussi qui, des fois, émettent des critiques, en fait, sur la RSE. Du coup, est-ce que c'est uniquement pour se donner bonne conscience? Est-ce que c'est pas un peu que de la communication? Est-ce que tu peux répondre à cette critique, Christophe? C'est vrai qu'on entend souvent ça. En fait, c'est vrai que si la RSE se résume à de la philanthropie, c'est-à-dire à donner de l'argent à des associations,
c'est quelque chose qui n'est pas pérenne. Et donner de l'argent, entre guillemets, c'est facile, vous faites un chèque. Et du coup, là, vous pouvez être accusé de vous donner bonne conscience parce que vous faites un chèque. Et c'est pour ça que chez Sanofi, on n'est pas dans cette démarche-là. Souvent, on donne très peu d'argent aux associations. On préfère avoir que ce soit les collaborateurs qui s'engagent. Et si on va donner de l'argent à des associations, ça sera forcément conjointement à des missions dans lesquelles les collaborateurs vont pouvoir s'engager. Et en ce sens, il faut que ça soit incarné, il faut que ça soit durable et il faut que ça soit pérenne. Donc, c'est pour ça que la RSE, ça ne se résume pas à de la philanthropie. Il ne faut pas que ça se résume à ça. Très bien. Ça s'inscrit donc, j'imagine, quand même sur le long terme. Tout à fait. Il faut que ça s'inscrive sur le long terme, il faut que ça soit incarné, il faut que ça soit authentique, il faut que ça soit en phase avec les valeurs de l'entreprise. Super. Et on a une petite question là du collège Cadou. Avant de revenir sur ton parcours, justement, pour que tu nous expliques en fait toi quel diplôme tu as eu pour en arriver sur ce poste-là, il souhaitait aussi savoir c'est quoi les compétences à avoir pour travailler dans la RSE. C'est quoi pour toi les éléments essentiels sur ton métier? Alors, je dirais avoir des compétences de gestion de projet, savoir bien planifier toutes les activités à faire, avoir un bon relationnel et je dirais bien organiser les choses, avoir un bon relationnel et bien savoir communiquer. D'accord, donc organisation, communication. Relationnel. Super. Ouais. 3 étapes clés. Et du coup, justement, on peut peut-être revenir sur ton parcours parce qu'en réalité, maintenant, en fait, il existe des formations à la RSE, mais ce n'est pas ce que tu as fait de ton côté. Tout à fait. Je suis arrivé là uniquement depuis 5 ans, alors que ça fait 28 ans que je suis chez Sanofi. Donc, j'ai fait plein d'autres métiers avant. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, quand j'étais en 3e, j'avais aucune idée du métier que je voulais faire plus tard. En terminale, je le savais à peine non plus. J'étais moyen en maths et j'ai eu un bac scientifique assez modeste. Donc, j'ai démarré par des études de gestion. J'ai fait une IUT de gestion. Ensuite, j'ai enchaîné par un master en finance. Ensuite, j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. J'ai fait un master en business aux États-Unis pendant 2 ans. Et puis après, ça a été un moment important de ma vie parce que à cette époque-là, le service militaire était obligatoire en France. Pour les garçons, il fallait faire 12 mois dans l'armée. Et j'étais pas très motivé à l'idée d'aller apprendre à tuer des gens avec un fusil. Et du coup, l'alternative pour pas faire 12 mois dans l'armée, c'était d'être volontaire international en entreprise. Donc là, il fallait trouver une entreprise à l'étranger qui vous proposait de vous prendre en mission pendant 16 mois. D'accord. Et donc, comme j'étais issu d'une famille modeste et que j'avais aucun réseau, j'ai envoyé ma candidature à 200 entreprises. C'est la petite photo que vous voyez à côté, là, que j'avais fait à la sortie de mes études. J'ai envoyé cette candidature à 200 entreprises. Ça a duré 4 mois. Et sur les 200 entreprises, il y en a une seule qui m'a répondu positivement. Pendant des semaines et des semaines, je voyais ma boîte aux lettres qui se remplissait de lettres où on me disait non merci. Et puis, on a une, c'est Thomson qui m'a donné ma chance et j'ai fait mon volontaire international chez Thomson en Allemagne et puis à Singapour. Donc ça a duré 2 ans et demi, 3 ans. Et puis à l'issue de cette période-là, j'ai voulu rentrer à Lyon pour aménager avec ma copine. Et pareil, j'ai envoyé ma candidature à 50 entreprises et j'ai eu une seule réponse et ça a été Sanofi. Oui, du coup, il faut de la persévérance en fait parfois dans le milieu professionnel pour réussir à arriver là où on veut. En fait, voilà, je ne voulais pas 5 ou 10 ans après avoir des regrets, donc j'ai tout fait pour essayer de trouver cette entreprise et donc j'ai envoyé à 200 entreprises. Oui, et puis ce n'est pas parce qu'on a des réponses négatives que ça ne va pas. Exactement. Il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Garder confiance. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce volontariat international en entreprise? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui existe encore, que les jeunes peuvent faire dans leur vie professionnelle. Est-ce que ça t'a marqué comme expérience? Ah oui, parce que c'était une première expérience Alors, je venais de passer 2 années aux États-Unis, donc j'étais bilingue anglais, mais pour moi, c'était la première fois où j'ai pu mettre en pratique ce que j'avais appris à l'école et ça a été ma première expérience de travail. Donc, c'est vraiment chouette. Et maintenant, c'est ouvert également aux femmes. Les VIE, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus qui intéressent les jeunes. C'est ouvert aux hommes, aux femmes. Et souvent, ce sont des missions qui durent 16 mois, 16-18 mois dans des pays à l'étranger.
Oui, je ne savais pas en fait que c'était une alternative. Ben moi non plus, ça existe toujours parce que c'est ça. quelque chose qui peut être fait. C'est pas simple en effet, hein, comme tu viens aussi de l'évoquer, c'est pas simple de trouver un VIE, mais j'avoue, moi non plus, je savais pas que c'était une alternative. Au service militaire, ouais, c'est intéressant d'avoir l'historique de ce format. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça devait être aussi intéressant de commencer à travailler dans une autre culture, en fait, dans d'autres pays. Ça doit apporter beaucoup. Est-ce que tu as vu beaucoup de différences dans la culture d'entreprise entre l'Allemagne, Singapour et la France quand tu es revenu à Lyon? Oui, parce que l'Allemagne, c'était quand même beaucoup le côté rigueur germanique, rigueur, processus. Après, en Asie, c'était une autre culture où c'est très difficile de lire les émotions des gens parce que vous avez, en tant qu'occidental, on a du mal à ressentir, mais quelles sont les émotions des gens? Est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont pas d'accord? Quand ils rigolent, souvent, c'est qu'ils sont mal à l'aise, d'où l'expression rire jaune. Donc, en fait, il y avait toute une dimension multiculturelle et ça prend du temps, mais c'est très formateur après. Super. Ok. Et du coup, ensuite, tu es arrivé chez Sanofi, c'est ça, en 1993, donc Voilà. sur des métiers plutôt commerciaux, c'est bien ça? En fait, oui, j'ai enchaîné au moins 3 ou 4 métiers différents. J'ai démarré par un poste de contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, c'est souvent celui qui va établir des budgets et qui ensuite, tout au long de l'année, va regarder mais où en est l'activité réelle par rapport à ce qu'on a budgété. Est-ce qu'on est au-dessus? Est-ce qu'on est en dessous? Et pourquoi? Est-ce qu'on a vendu plus? Ou est-ce que c'est qu'on a vendu moins cher? Donc, il y a tout un côté d'analyse et de reporting d'activité à faire. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans. Et ensuite, pendant de nombreuses années, j'ai été responsable des opérations commerciales sur l'Asie. Donc, j'allais en Asie très fréquemment. Et là, notamment, je m'occupais, par exemple, des marchés publics. Et marchés publics, ça veut dire que vous vendez du vaccin à des gouvernements. Par exemple, vous avez le Vietnam qui a 1 million de naissances par an et qui va dire aux fabricants de vaccins, je veux vacciner toute ma cohorte de naissance contre le vaccin rougeole, oreillon, rubéole. Donc, j'ai besoin de 2 millions de doses de vaccin ROR pour l'année prochaine. Quel calendrier de livraison vous pouvez me faire et quel prix vous me proposez. Et donc là, vous faites votre offre et puis le gouvernement va voir en fonction des différentes offres reçues. Généralement, il va privilégier celui qui a le meilleur calendrier de livraison et le prix le plus bas. Et donc voilà, j'ai fait cette activité commerciale pendant des années. Il y avait également ensuite les ventes sur le marché privé, c'est-à-dire que pendant 5 ans, vous allez réfléchir sur mais qu'est-ce que je vais vendre les 5 prochaines années? Est-ce qu'il y a des nouveaux vaccins que je veux vendre? Est-ce que du coup, je dois enregistrer de nouveaux vaccins? Et par rapport à mes concurrents, est-ce que je vais augmenter mes quantités? Est-ce que mes prix vont baisser? Quels sont les efforts commerciaux que je vais mettre en place pour atteindre ces objectifs? Donc, c'est vraiment assez passionnant, en plus en travaillant avec différentes cultures. Ensuite, j'ai fait ce même métier sur l'Amérique latine, où je m'occupais notamment des marchés publics, où on passait par la PAO, qui était une organisation semblable à l'UNICEF, qui regroupe les marchés publics d'Amérique latine. Et donc, j'ai fait ça encore pendant 5 ans. Et puis, les 5 dernières années, je me suis penché sur… j'avais envie de mettre en place des actions qui permettraient d'être plus présents dans notre écosystème à Lyon. Et c'est pour ça que je me suis réorienté sur ce métier de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Oui, parce que du coup, ce que tu dis, c'est que tu étais en contact avec beaucoup de monde, donc gouvernement ou organismes privés en Amérique latine et en Asie. Donc, je suppose que tu as dû beaucoup voyager pendant toutes ces années chez Sanofi. Ouais, c'était un rythme de 1 semaine sur 5, 1 semaine sur 6. Ah oui, en effet. Donc, c'est un travail quand même assez intense et chronophage. Et toujours en anglais. La langue de travail chez Sanofi, c'est l'anglais. Oui, donc c'est aussi dans les compétences un peu essentielles à avoir chez toi. Donc, si on fait le lien avec les matières que les élèves peuvent avoir dès à présent, l'anglais est vraiment très important. Ah, c'est capital. Ouais. Les langues vivantes de manière générale. Ok, bon, bah, c'est super. Bah, merci beaucoup, Christophe. Il y a des petites questions qui sont remontées du côté des jeunes, notamment, en plus, ça va nous permettre de faire le lien, puisque tu as parlé de vaccins. Donc, tu t'en doutes, nous avons eu déjà là une première question là, de Maïline qui… alors, attendez, non, pardon. On va commencer par celle de Lucas, comme ça, on va pouvoir faire le lien avec Maïline après. Un peu de patience. D'abord, donc Lucas qui se demande, est-ce que tu travailles sur des vaccins en ce moment? Commençons par le commencement. Alors, moi, non, mais oui, notre entreprise travaille sur des vaccins. Notamment, nous travaillons sur le vaccin Covid, où nous espérons avoir 2 vaccins Covid qui seront disponibles à la fin de l'année 2021. Ok.
Bon, bah super. Et du coup, bah, ça me permet de faire le point avec Maëline, qui se demande comment on fait pour contenir les échantillons de virus pour créer les vaccins. Hyper intéressant comme question. Alors, repose-moi la question. Alors, comment on fait pour contenir les échantillons de virus pour ensuite créer les vaccins? En fait, alors, il y a des bibliothèques de virus et de bactéries qu'on se procure, et c'est comme ça que va démarrer le processus de production. Un vaccin est toujours basé soit d'une bactérie ou d'un virus. On va prendre ce bactérie ou ce virus et on va faire une culture cellulaire, c'est-à-dire qu'on va le faire grandir, la bactérie, on va cultiver cette bactérie, on va avoir des dizaines de milliers, puis des dizaines de millions, puis des centaines de millions de bactéries dans un petit fermenteur. Et puis ensuite, on va rajouter des stabilisants, on va rajouter des conservateurs, et puis ensuite, on va mettre ça donc dans des seringues ou dans des flacons, et ensuite, on va injecter ça aux patients. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que le processus de production, souvent, il y a 70% du temps de production qui est dans les contrôles. En fait, on a une activité très, très contrôlée. Et c'est normal parce qu'en fait, le vaccin, à la différence du médicament, ne s'adresse pas à quelqu'un qui est malade. Le vaccin s'adresse à quelqu'un qui est en bonne santé et on donne le vaccin à quelqu'un pour qu'il reste en bonne santé et qu'il n'attrape pas une maladie. Et c'est pour ça qu'on a un processus de contrôle très, très lourd. Chaque étape du processus de production, on prend des échantillons et on réalise un nombre de tests très, très important, parfois jusqu'à 1200 tests. Et tout au long du processus de production, on prend des échantillons, on fait des contrôles. Et à la fin, une fois qu'on a fait tous les contrôles, si les contrôles sont négatifs, on détruit le produit. Si les contrôles sont positifs, ça passe au stade de production ultérieur. Ensuite, ce sont les autorités de santé qui, chaque fois, recontrôlent encore le produit parce qu'on doit s'assurer que nos vaccins sont sûrs. Très bien. Et du coup, là, par exemple, dans le cas des vaccins que vous développez sur la Covid-19, vous en êtes justement à ces étapes de contrôle ou encore à l'étape, on avait dit, de recherche et développement, hein, c'est ça, de construction du produit vaccin? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on en a encore la phase 2, quand on fait de la recherche-développement d'un vaccin, on a 3 phases. On a ce qu'on appelle phase 1, phase 2 et phase 3. Là, on en est à la phase 2, qui se fait d'habitude sur des milliers de personnes, et c'est à la phase 2 où on va tester quel est le calendrier vaccinal. Est-ce qu'il y a une seule dose ou est-ce qu'il y a un rappel et quelle est la concentration antigénique. Et en fait, quand on a fait cette phase 2 cette année, on s'est aperçu que la réponse immunitaire était bien sur les adultes, mais sur les personnes au-dessus de 65 ans, la réponse immunitaire n'était pas satisfaisante. Du coup, on a refait une phase 2, ce qui nous a pris quelques mois de retard. Et une fois que cette phase 2 sera terminée, on va passer à la phase 3 et on espère avoir un vaccin disponible à la fin de l'année 2021. Et excuse-moi, Christophe, justement, tu pourrais nous rappeler en 2-3 mots ce que c'est la phase 1 pour la différencier de la phase 2 et de la phase 3 pour qu'on comprenne mieux? Alors, la phase 1, c'est la première administration chez l'homme parce que avant la phase 1, on a toujours testé en premier un vaccin en préclinique sur l'animal, généralement sur le singe. Donc, et la phase 1, on va déjà voir toujours immunogénicité et sécurité. Sécurité, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires? Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont fréquents? Ça, c'est les premiers éléments qu'on va voir. Et puis, immunogénicité, on va voir en fait si des anticorps sont fabriqués par l'organisme. Parce qu'en fait, voilà, juste pour une petite parenthèse sur comment marche un vaccin, en fait, vous allez inoculer dans l'organisme un antigène auquel vous aurez enlevé les éléments dangereux. Et donc, votre organisme va recevoir un corps étranger, va dire, tiens, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et votre système immunitaire, qui est une armée dans votre corps de milliards de cellules et de molécules, voyant arriver un corps étranger, va fabriquer des anticorps qui vont neutraliser la maladie si un jour vous êtes confronté à cette maladie. Donc, en fait, le vaccin, ça consiste à montrer au corps, tiens, voilà un antigène auquel j'ai enlevé les éléments qui sont dangereux pour que le corps produise les anticorps qui vont protéger le corps contre une future agression d'un antigène. C'est comme ça que marche la vaccination. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc la phase 2, on sera sur des centaines, voire des milliers de personnes. C'est là qu'on va déterminer le calendrier vaccinal et puis la concentration du vaccin. Et la phase 3, on est sur des dizaines de milliers de patients. Et là, on va tester pareil, est-ce que le vaccin est efficace et est-ce que le vaccin est sûr? On va regarder les effets secondaires, parce que c'est normal d'avoir des effets secondaires sur un vaccin. Souvent, les effets secondaires vont être une rougeur au point d'injection ou une douleur, ça peut être de la fièvre. Et donc, on va voir quelle est la fréquence des effets secondaires et s'il y a des effets secondaires graves.
parce qu'encore une fois, on administre un vaccin à quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, on se doit de s'assurer qu'en administrant un vaccin, on ne va pas rendre la personne malade. Donc, c'est pour ça qu'on est très précautionneux justement sur ce qu'on appelle la sécurité des vaccins. Voilà donc le parcours de développement d'un vaccin, phase 1, phase 2, phase 3. Donc, Et à normalement, l'issue de la phase 3, c'est à l'issue de la phase 3 qu'on va envoyer aux autorités de santé tout le dossier en disant voilà les études qu'on a fait, est-ce que vous nous donnez l'autorisation de mise sur le marché? Et là, les autorités de santé soit vont dire oui, soit vont dire non parce que j'ai besoin de données supplémentaires, parce que j'ai besoin de sentir que le vaccin est sûr, donc je suis pas à l'aise avec vos données, j'ai besoin que vous fassiez des études supplémentaires. Donc, c'est ce qu'on a vu là pour les vaccins qui sont arrivés de Pfizer, de Moderna. Par exemple, celui d'AstraZeneca qui a été autorisé hier en France. Les autorités françaises ont dit d'accord pour le vaccin, mais chez les adultes en dessous de 65 ans. Pour les personnes au-dessus de 65 ans, ils ont demandé à ce qu'il y ait de nouvelles études qui soient faites pour s'assurer que c'était bien efficace. Oui, donc en fait, il y a même plus que 3 phases de contrôle, vu qu'il y a ensuite la phase de contrôle des autorités publiques Exactement. qui vérifient Tout encore à fait. une fois vos chiffres. Oui. Très bien. Du coup, effectivement, super intéressant là-dessus. Donc, toi, tu disais le vaccin de Sanofi, ce serait pour la fin d'année 2021, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ok. Prévu à cette date. Et du coup, pour l'instant, vous produisez combien de vaccins différents justement chez Sanofi? Tu nous as parlé de la rougeole, la rubéole. Alors, en fait, le vaccin, c'est une très, très belle histoire parce qu'en fait, ça a démarré en France. La vaccination a été inventée par un Français qui est un Français très célèbre dans le monde entier qui s'appelle Louis Pasteur, qui a mis au point le vaccin contre la rage en 1885. Donc, on parle il y a un peu plus, environ 120 ans. Et suite à ce vaccin contre la rage qui a été mis au point, c'est un autre Lyonnais qui s'appelait Monsieur Mérieux, qui a créé l'Institut biologique Mérieux en 1895 à Lyon. Et pendant tout le XXe siècle, il y a eu environ des vaccins contre une quinzaine de maladies qui ont été mises au point et qui ont été utilisés dans le monde entier. Et c'est vrai que les vaccins, c'est ce qui a le plus contribué à améliorer la santé publique dans le monde, c'est l'eau potable. Et après l'eau potable, c'est le vaccin qui a le plus contribué à améliorer la santé publique. Et donc, grâce au vaccin, pendant tout le XXe siècle, on a prévenu des maladies, environ une quinzaine de maladies. Certaines faisaient des centaines de milliers de morts, certaines faisaient des millions de morts. Et grâce au vaccin, on a considérablement réduit l'apparition de ces maladies qui, pour certaines maintenant, ont été réduites de 97-98%. Et donc, ces maladies, c'est donc la diphtérie, la tétanos, la coqueluche, la polio, la rougeole, l'oreillon, rubéole, l'hépatite B, toutes ces maladies pour lesquelles on vaccine maintenant. Et donc, c'est une belle histoire française, puisque donc on a 2 gros sites de production. On a un site à côté de Lyon avec environ 4000 personnes, et puis on a un site en Normandie qui était le site historique Pasteur, où il y a environ 2000 personnes. Okay. Et justement, on avait une question sur les vaccins du collège Gaston Flamand qui demande si quand le Covid va-t-il disparaître? Est-ce que justement les vaccins permettent de faire disparaître une maladie complètement? Alors, quand le Covid va disparaître, on ne sait pas, parce qu'elle est quand même relativement récente. Par contre, le vaccin suscite un immense espoir, parce qu'on pense quand même que c'est ce qui va freiner l'épidémie, et c'est ce qui va freiner l'apparition de cette maladie. Alors, oui, la vaccination a permis d'éradiquer certaines maladies. Jusqu'à présent, une seule, c'est la variole. La variole a été éradiquée dans les années 1980 grâce à des campagnes très importantes de vaccination. Et puis, il y a une deuxième maladie qui est en train d'être éradiquée, qui le sera bientôt, c'est la polio. La polio, qui est une maladie terrible, qui peut engendrer une paralysie des membres inférieurs et dans certains cas, 5 à 10% également une paralysie de l'appareil respiratoire, donc on peut en mourir. Et c'est une maladie surtout qui ne se guérit pas. Une fois que vous avez la polio toute votre vie. Et donc la polio, c'est une maladie qui faisait 350 000 cas en 1988 dans le monde. Et suite à des campagnes massives de vaccination dans le monde entier, l'an dernier, il ne restait plus que 104 cas de polio. Et les 104 cas de polio dans le monde, ils sont observés dans 2 derniers pays, ce sont l'Afghanistan et le Pakistan. Et donc l'OMS espère que d'ici quelques années, la polio sera la deuxième maladie qui aura été éradiquée grâce à la vaccination. Et l'objectif d'après, ça sera la rougeole.
parce que la rougeole est une maladie qui fait quand même encore 200 000 décès par an dans le monde aujourd'hui. Ça sera le prochain souhait d'éradication de maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Après la polio, ce sera la rougeole. Oui, et du coup, l'Organisation mondiale de la santé, peut-être pour expliquer rapidement, c'est un peu justement la plus grande autorité au niveau mondial qui va justement contrôler et gérer les enjeux de santé et les vaccins, par exemple. Et c'est eux qui disent d'ailleurs que la vaccination permet de sauver 3 millions de vies chaque année. 3 millions de vies, c'est énorme. Grâce à la vaccination, ça permet de sauver 3 millions de vies chaque année. Et donc, nous, Sanofi Pasteur, chaque année, on protège 500 millions de personnes. Donc, tous les jours de l'année, il y a 1,5 million de personnes dans le monde qui reçoivent un vaccin de Sanofi. Ouais, donc, on est sur des volumes très, très importants. Ouais, c'est énorme comme chiffre. Justement, là-dessus, oui, sur l'injection, il y a Blache qui se demande comment est-ce qu'on sait quelle dose il faut injecter, d'ailleurs. Cela est déterminé souvent lors de la phase 2 des études. On est sur 10 microgrammes ou 15 microgrammes. Et souvent, les doses, c'est sous format liquide ou alors sous format lyophilisé qui est reconstitué par un solvant. Et c'est souvent, ça va être 0,5 ml. Ça va être une quantité de 0,5 ml qui est injectée dans l'organisme. Ok, super. Bon, la dernière question de Blache va permettre justement de pouvoir conclure ce live, de comprendre du coup pourquoi en fait tu aimes ton métier et pourquoi tu aimes travailler chez Sanofi. Alors, pourquoi j'aime mon métier? Parce que je contribue à rendre les gens heureux et acteurs de résoudre des problèmes sociétaux. Donc, plein de choses sur accompagner les jeunes en difficulté ou accompagner les plus démunis. Donc ça, c'est pour mon métier actuel. Et pour l'entreprise, je dirais ce qui me fait plaisir. Je me lève le matin pour une entreprise qui contribue à sauver 3 millions de vies par an. Donc souvent, on dit que nous, on est là pour sauver des vies. Grâce à la vaccination, on va sauver des vies. Et très souvent, dans les pays du tiers-monde. Il faut garder en tête que la vaccination, c'est pas que pour les riches. La vaccination, c'est universel. C'est pour les riches, c'est pour les pauvres. Notre premier client, c'est l'UNICEF. Grâce à l'UNICEF, nous protégeons 130 millions de personnes par an. Il y a une personne sur 4 qui est protégée par Sanofi Pasteur par un vaccin que nous avons vendu à l'UNICEF. Et ça, en termes de motivation, je pense que ça fait du sens quand on se lève le matin. Super, effectivement, ouais, c'est un beau projet, une belle mission. Et merci beaucoup Christophe pour tous ces éléments, c'était hyper riche et hyper intéressant. Nous, on se donne rendez-vous dans 25 minutes pour un atelier avec Brunhilde sur apprendre à se connaître. Exactement. Pour construire son projet d'orientation. Et en tout cas, on te dit merci pour le temps que tu nous as consacré ce matin. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Il y a un petit film de 5 minutes, je crois, que vous allez mettre à disposition pour les jeunes, qui montre justement la fabrication d'un vaccin. C'est assez intéressant. Ouais, super. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.